Le nouveau directeur, Alain Lancelot, élu en 1986, a vite compris que l'ordinateur individuel, la financiarisation de l'économie, l'Europe, l'essor des banlieues et la montée du Front National, dont 35 députés viennent d'être élus à la proportionnelle, bref, ce pêle-mêle de changements ne pourrait qu'aboutir à la contestation des élites. Raphaël Baquier, bonjour. Bonjour. J'ai le grand plaisir de vous recevoir pour évoquer Ricci, l'ouvrage que vous publiez chez Grasset, consacré donc à Richard Descoings. Première question, donc vous êtes grand reporter au Monde. Première question, pourquoi avoir choisi Richard Descoings pour écrire cet ouvrage? Parce qu'il me semblait qu'à la fois par sa fonction de directeur de l'école du pouvoir, au fond, en France, et puis par son parcours, il permettait de brosser un tableau assez complet, au fond, à la fois des 30 dernières années et de notre époque, et puis de la façon dont on forme nos élites françaises. Sciences Po, vous le savez, c'est de là dont sont issus généralement au moins la moitié des gouvernements, les grands patrons, beaucoup de grands patrons, des grands avocats, beaucoup de journalistes, bref, tout ce qui fait le pouvoir et qui constitue une espèce de sérail, au fond, en France. Et raconter comment, à la tête de cette école, il y avait eu un patron aussi tumultueux, aussi incroyable, aussi controversé aussi, ça permettait de raconter vraiment nos élites aujourd'hui. Alors, dans cet ouvrage, donc, on suit un Rastignac des temps modernes. Et donc, des démarrages un peu compliqués. Donc, à Sciences Po, il est assez invisible. À l'ENA, il est assez invisible. C'est un peu... Il ne démarre pas très fort. C'est un garçon à la fois, c'est une vraie caricature, si vous voulez, vraiment des gens bien nés en France. C'est-à-dire, d'abord, il est parisien, il naît dans le 7e arrondissement, il fait toutes ses études dans une espèce de petit cercle d'or, si vous voulez, entre le 7e, le 6e et le 5e arrondissement. C'est vraiment le cœur de la nomenclature française. Il fait les grands lycées parisiens, Louis le Grand, Henri IV, il fait Sciences Po, il fait l'ENA. Mais il y a quelque chose de particulier chez lui, c'est qu'effectivement, c'est très rare d'ailleurs, comme journaliste, c'est la première fois que je vois ça. Généralement, quand vous recherchez ce qu'étaient les gens en vue, qui ont réussi professionnellement, si vous voulez, vous apercevez que lors de leurs études, ils étaient déjà les leaders de leur promotion. Or, pour Richard Descoings, c'est tout le contraire. Personne ne se souvenait de lui. Il avait été au fond un étudiant, un élève de l'ENA tout à fait insignifiant, transparent. Et c'est aussi lié à autre chose qui dit l'époque, qui est son identité, le fait qu'il était homosexuel et qu'à l'époque encore, il se cache. Bien sûr. Et puis, deux bulles. La bulle de la nouvelle technologie, ce sont la fin des années 90-2000 et la crise financière 2007, donc la fameuse financiarisation. Il est l'incarnation, quelque part, de ces deux bulles, Richard Descoings. En tout cas, il va être celui qui comprend à quel point ça bouleverse, si vous voulez, l'ordre établi et à quel point il faut prendre en compte ces révolutions-là pour à la fois maintenir les élites et les renouveler. Et puis donc pour les renouveler, ça va être étrangement l'ouverture vers la banlieue. Pour les renouveler, ça va être la nouvelle technologie, enfin bouleverser tous les codes. Ça va être surtout l'internationalisation, à vrai dire. Il va profiter d'une réforme essentielle, d'ailleurs, dont on ne s'est pas toujours rendu compte de ce qui avait été fait, mais qui est faite par un ministre qui, par ailleurs, a été contesté et qui a mis une bonne partie des Français dans la rue, c'est Claude Allègre, qui a eu un rôle très important. Vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais qui a eu un rôle très important parce qu'il a associer tous ses homologues européens pour faire en sorte qu'on unifie, si vous voulez, le système universitaire européen et qu'on l'unifie notamment avec les États-Unis, il faut bien le dire. Et donc, il comprend ça et il va internationaliser, élargir le recrutement de Sciences Po, faire que cette toute petite école, si vous voulez, qui était rue Saint-Guillaume et qui vraiment concernait un tout petit groupe de jeunes gens bien nés, souvent et issus de la bourgeoisie, va devenir une école beaucoup plus importante qui peut, à ce moment-là, qui n'est pas encore au niveau des grandes universités mondiales, bien sûr, mais qui peut en tout cas discuter avec elles. Vous évoquez le fait que le passage au LMD, aux licences master doctorat, constitue un formidable levier de transformation qu'il va utiliser
pour transformer C'est Sciences Po. vraiment une réforme majeure, hein, cette réforme-là initiée par Claude Allègre. Et effectivement, Richard Descoings, à la tête de Sciences Po, va être le premier à la mettre en œuvre concrètement, en allongeant les études et du coup en utilisant cet allongement des études pour internationaliser le recrutement. Étrangement, on a le sentiment qu'il est partout et au fond, il est un peu nulle part. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment académique, donc vous mentionnez le fait qu'il est souvent à côté, il n'est pas sur l'estrade avec les professeurs qui sont entre pairs, il est dans les grands corps, mais il est en même temps, et il préfère être au moment où on les forme, ces grands corps. Il est un peu personnage étonnant. Il est très français, on va dire. Si vous voulez, ses équivalents étrangers, que ce soit en Angleterre, en Italie, au Japon, aux États-Unis, sont tous des universitaires reconnus. Hein. Ils sont généralement des chaires. Hein. Ils ont occupé des chaires universitaires très reconnues. Ce n'est pas son cas. Lui, il est très typiquement français, c'est-à-dire qu'il a simplement été un énarque qui est sorti dans la botte, si vous voulez, dans les grands corps de l'État, et il est d'abord conseiller d'État. C'est ce qui lui permet aussi de rassurer les élites françaises et de pouvoir installer son pouvoir à Sciences Po, alors même qu'il va transgresser une grande partie des règles en vigueur. Bien sûr. Alors, étrangement, cette transgression, à un moment donné, va rencontrer une autre, c'est celle de Nicolas Sarkozy, c'est la loi LRU, et on a l'impression que le système Descoings, au fond, devient le modèle, tellement le modèle, qu'il n'est plus si innovant que ça. C'est un peu là que la machine se grippe à la fin des années... Je crois que la machine se grippe à partir du moment où effectivement il bascule dans un rôle plus politique, si vous voulez. Nicolas Sarkozy aurait voulu en faire un ministre de l'Éducation nationale. Peut-être d'ailleurs aurait-il été un grand ministre de l'Éducation nationale, mais au fond il tente cette idée-là l'effleure trop tard. Hein. Il veut le faire en 2009, quand d'abord Nicolas Sarkozy est déjà très impopulaire, et puis quand au fond, en fin de mandat, si vous voulez, c'est vraiment particulièrement difficile de réformer une cause, un secteur comme l'éducation nationale qui est, on le sait, on le voit bien d'ailleurs avec toutes les polémiques sans cesse renouvelées, qui est particulièrement difficile à faire changer. On a le sentiment quand même que d'un côté il y a la séduction, le volontarisme dans le changement sans cesse, et puis simultanément ce sont les dérives aussi qui commencent à apparaître, dérives financières à Sciences Po, vous évoquez le rapport de la Cour des comptes, et pas beaucoup de conséquences finalement. Oui, ça aussi, c'est encore une fois très français. C'est-à-dire qu'on a un directeur d'école qui accomplit des choses très positives, qui véritablement transforme Sciences Po. Et transformer Sciences Po, c'est aussi d'une certaine façon faire école. Sciences Po a un tel impact, si vous voulez, représente tellement la formation des élites, qu'au fond, ce qui se passe à Sciences Po transpire et se répand dans toute la France. Et on voit bien que ce qu'il a pu faire sur l'internationalisation, l'allongement des études, l'ouverture aux élèves venus de ZEP, a fait école dans d'autres grandes écoles françaises, dans d'autres universités, dans d'autres secteurs qui forment les élites en France. Donc ça, c'est très important. Mais en même temps, c'est très français, car c'est très autocratique. On laisse s'installer à la tête d'une école un homme qui va gouverner pratiquement seul, avec un conseil d'administration archi prestigieux, si vous voulez, dans lequel siègent la Cour des comptes, l'inspection des finances, le Conseil d'État, des représentants du gouvernement, lui-même dîne au siècle tous les 3 mois. Enfin vraiment, on voit absolument toutes nos élites françaises et tout le monde ferme les yeux sur ces dérives. Il n'y a absolument aucun garde-fou. Et ça ressemble à la façon dont on gouverne en France. Bien sûr, parmi ces dérives, il y a, vous évoquez un moment, ces fameux amis, ces étudiants sur Facebook qui likent en masse des vidéos qu'il peut poster, des choses comme ça. Là, on ne le voit pas, tout ça. C'est un peu obscur. C'est l'utilisation moderne d'une forme de démagogie, si vous voulez. Évidemment, être aimé des étudiants, être populaire. Aujourd'hui, c'est indispensable. C'est ce qui distingue des Rastignac de Balzac, si vous voulez. Aujourd'hui, évidemment, être aimé des foules, être aimé d'amphis qui hurlent Richie, Richie, évidemment, ça vous crée une assise qui ne va pas être pour rien dans la façon dont Richard Descoings assoit son pouvoir, y compris effectivement, si Nicolas Sarkozy est bluffé par Richard Descoings, c'est parce qu'il est aussi bluffé par son impact auprès des jeunes. Bien sûr. Au fond, Richard Descoings, c'est une rockstar, et on sait qu'il n'y a pas de rockstar sans producteur. Et parmi ces producteurs, il y a Jean-Claude Casanova, Michel Pébroux.
c'est là qu'on voit aussi fonctionner concrètement le pouvoir tel qu'il se pratique en France. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, autour et au sein du conseil d'administration de Sciences Po sont encore une fois toutes les élites françaises, tous les représentants des grands corps de l'État, tous ceux qui, Michel Pébrow, qui fait la leçon année après année, depuis 40 ans, à tous les ministres de l'économie successifs. Or, ceux-là, si vous voulez, et qui par ailleurs forment les étudiants à la gestion du bien public, à surtout faire attention aux conflits d'intérêts. Or, pour leur école et pour le bien de leur pouvoir, si vous voulez, ils vont s'asseoir absolument sur toutes les règles qu'ils imposent aux autres. Alors, au fond, l'héritage de Richard Descoings, quelle marque on gardera de Richard Descoings? Les universités ou les écoles n'ont pas de mémoire, tout simplement parce que les jeunes y passent et puis voilà, après ils ont le souvenir des années qu'ils ont passées dans un endroit, mais si vous voulez, ce sont des institutions sans véritable mémoire. Donc il est possible que dans 10 ou 15 ans, on ne se souvienne plus de qui était Richard Descoings. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il a fait effectivement. Je crois que l'internationalisation et l'augmentation massive du nombre d'étudiants à Sciences Po reste. Et ce qu'il a initié sur l'éclectisme de la formation, cette façon, au fond, assez américaine, à vrai dire, d'enseigner et de pouvoir permettre aux jeunes gens de n'être pas seulement des super économistes ou des super juristes, mais aussi des gens qui voyagent et qui passent un an à l'étranger pour leurs études ou qui discutent d'autres thèmes, ça, je crois qu'on peut lui savoir gré de l'avoir introduit en France. Bien sûr, et puis un autre héritage, c'est cet ouvrage, puisqu'il vous aura permis d'écrire, et donc qui est une plongée au cœur de l'antécédence du réel, comme on dit parfois en management, on travaille à l'antécédence du réel, et cette antécédence, elle se joue parfois au Queen, parfois dans d'autres activités dont on n'entend finalement pas beaucoup parler dans les médias, et c'est peut-être là qu'on devrait davantage travailler. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez raison, l'histoire de Richard Descoings est aussi celle de la visibilité grandissante des homosexuels et de l'importance qu'ils peuvent avoir dans des secteurs du pouvoir. Ça a toujours été le cas, si vous voulez. Ce qui est frappant chez Descoings, c'est l'affirmation de ce qu'il est, bien sûr. Et là, évidemment, je pense que c'est aussi un des éléments qui on fait de lui un être transgressif, alors même que, je vous l'ai dit d'emblée, il était une caricature des archiconformistes des élites du pays. Et le fait qu'il ait changé les choses est probablement lié aussi à ce qu'il était intimement, à son identité réelle et à ce qu'il en avait appris. C'est-à-dire que c'est aussi un homme des années 80 qui connaît la fête et les boîtes que vous avez citées, mais qui est aussi un militant de la lutte contre le sida au milieu des années 80 à Aide. Et ce militantisme, dans cette association qui va se battre contre l'épidémie du siècle, va lui apprendre ce qu'il n'a pas appris à l'ENA. C'est-à-dire vraiment comment on fait face à la mort, à la menace, à la maladie, à une menace vraiment mondiale et qui touche d'abord des jeunes, et ça a été le cas. Et je pense que ça a beaucoup contribué à former son esprit, à lui apprendre l'essentiel d'une certaine façon. Donc pour mieux découvrir Richard Descoings et sa rencontre avec Daniel Defer, par exemple, l'ami de Michel Foucault. Voilà, donc Raphaël Baquet, Ricci, édition Grasset. Merci.